Juliette Privat, qui est doctorante contractuelle, donc elle a eu un contrat doctoral en littérature française du XVIe siècle, sous la direction de Tristan Viliano, au sein de notre unité de recherche le CIELAM, et de Grégoire Holtz, à l'université Versailles-Saint-Quentin, à l'unité de recherche d'IPAC. Sa thèse en cours, donc intitulée La scène d'horreur, 1550-1616, pour une autre lecture de la Renaissance tragique, porte sur la représentation de l'horreur dans la tragédie et les histoires tragiques de la seconde moitié de la Renaissance et des débuts du XVIIe siècle. Mais aujourd'hui, elle s'intéresse à notre sujet et je lui en suis très reconnaissante. Merci beaucoup. Alors oui, vous allez vous demander pourquoi enfin, ça n'a rien à voir en effet avec mes travaux de recherche actuels, ceux dont je vais vous parler aujourd'hui. En fait, ce travail est issu de mon mémoire de Master 2 que j'ai soutenu il y a maintenant 2 ans à l'ENS de Lyon. Et ce mémoire était consacré à un voyageur du XVIe siècle qui s'appelle Pierre Belon du Mans et à son récit viatique, publié pour la première fois en 1553 et intitulé Les observations de plusieurs singularités et choses mémorables trouvées en Grèce, Asie, Judée, Égypte, Arabie et autres pays étranges. Or, ce qui me semble faire la spécificité de ce texte, par rapport donc au corpus des récits de voyage en Orient composés à la même époque, et il y en a quand même un certain nombre, c'est son rapport particulier à la nature et à l'environnement, et c'est pour ça que j'aimerais vous en parler aujourd'hui. Plus précisément, Belon porte une attention particulière à ce que les géographes appellent aujourd'hui écoumène, ou œcoumène selon comment on prononce, comme on nous en a déjà parlé Sébastien Boucher, c'est-à-dire donc l'espace de vie des hommes à la surface de la planète, l'ensemble des espaces habités par les hommes. La notion s'applique très bien, je crois, à la manière qu'a ce voyageur d'envisager le monde qui l'entoure, et elle permet notamment de mettre en lumière son lien, le lien privilégié qu'il perçoit, qu'il observe, puisqu'il s'agit bien d'observer justement entre l'homme et la nature. Et ce lien s'établit donc aux yeux du voyageur, c'est mon hypothèse aujourd'hui, à travers l'activité agricole, la mise en valeur agricole des territoires. Et donc j'aimerais vous montrer peut-être que la mise en culture de l'espace est conçue non pas, ou alors pas seulement comme une manière de produire des ressources, donc dans une visée vraiment strictement économique, mais aussi comme une façon d'en prendre soin. Et avec ce terme de soin, j'entends le terme en fait dans tous ses sens. Donc à la fois le soin technique, médical, par exemple empêcher les vignes d'avoir des maladies, donc préserver les cultures d'éventuelles maladies, mais aussi le soin dans un sens plus esthétique peut-être, voire cosmétique, d'embellissement. Et donc cet embellissement, cette valorisation esthétique de l'activité agricole me semble assez remarquable. Et enfin, il y aurait aussi le soin comme care. Je pense ici à la notion théorisée par la philosophe américaine Carol Gilligan, l'éthique du care. Donc cette fois, alors, c'est une lecture qui peut sembler très anachronique, néanmoins je pense que ça nous permet, à nouveau, comme le disait Sébastien Boucher, d'éclairer, de lire le texte à travers un prisme nouveau et donc avec une sensibilité nouvelle aussi. Donc une version éthique, une dimension éthique aussi de ce soin. Alors, je commence par vous dire quelques mots quand même de ce voyageur. Je vais en profiter pour faire circuler la seule édition du texte intégral. Il y a aussi une autre édition qui a été publiée, mais que de la partie égyptienne. Vous voyez, c'est quand même un récit assez volumineux, mais passionnant, et fragmenté en fait en micro-chapitres. Donc, les chapitres font entre une page et 3-4 pages. Donc, c'est vraiment une lecture aussi qui est conçue pour être... je dirais, par prélèvement. Voilà. Donc, petite introduction. Donc, Pierre Belon du Mans, parce qu'en effet, ce n'est peut-être pas un des voyageurs de la Renaissance des plus connus, ni non plus des plus exotiques. Son voyage à travers la Grèce, l'Empire ottoman, l'Égypte peut sembler moins dépaysant que le Brésil d'un Jean de Léry, par exemple.
Or, donc, l'Orient, ou le Levant, comme l'appellent les voyageurs occidentaux à cette époque, est une terre en fait très familière au XVIe siècle. C'est pas du tout une terre inconnue. C'est une terre qui est des territoires qui sont connus depuis l'Antiquité. On vient de le voir avec des récits de voyages médiévaux qui ont déjà été. Ce sont des territoires qui sont déjà très parcourus par les hommes du Moyen Âge et également par notamment de nombreux pèlerins qui vont donc faire leur pèlerinage et qui signent ensuite leur trajet. Or, dès le milieu du XVIe siècle, un nouveau type de voyageur apparaît, dont les préoccupations semblent bien éloignées de celles du pèlerin. Ce sont des humanistes et des savants qui forment le cortège des ambassades françaises envoyées dans l'Empire ottoman. Pierre Belon en fait partie, et sa spécificité, en fait, c'est qu'il est pas seulement voyageur, mais surtout de métier médecin et naturaliste. Et donc, son récit de voyage va en fait viser avant tout à consigner ses observations de plantes, d'animaux rencontrés dans les pays parcourus. Donc il y a vraiment une visée scientifique de ce texte qui s'inscrit en fait dans la veine de l'histoire naturelle, qui est une discipline qui se constitue, on va dire, à la Renaissance. Et donc, c'est pour ça aussi que si vous feuilletez un petit peu le livre, vous allez voir qu'il y a beaucoup de gravures d'animaux et de végétaux. Et en fait, c'est aussi ce qui a fait le grand succès du texte de Belon, qui a été beaucoup réédité à la Renaissance. Donc c'est vraiment une sorte de best-seller. Hein. Et ces gravures ont même été éditées séparément. Donc il y a eu une sorte de volume avec que les gravures dedans, où les gens devaient donc apprécier ces gravures pour leur précision et leur finesse de description. Ça s'inscrit aussi, cette démarche, dans cette idée de classification du monde et des espèces, dont on a déjà pu voir quelques exemples médiévaux, mais là, donc, c'est avec une visée objectivante aussi dans la description précise et la confrontation aux classifications antiques. Donc, par exemple, je pense à l'histoire naturelle de Pline, qui est un intertexte, véritablement, des observations. Donc là, je vous ai mis, pareil, vous pourrez consulter le diaporama, toutes les œuvres en fait, de Pierre Belon. Donc vous voyez que, outre le récit de voyage, il a en fait écrit beaucoup de traités d'histoire naturelle, notamment son traité de l'histoire de la nature des oiseaux, qui est peut-être le plus célèbre, dans lequel il y a une gravure qui compare le squelette humain et le squelette d'un oiseau. Donc il met en perspective en fait les deux squelettes, l'humain et l'oiseau. Et il a également composé un texte qui m'intéressera aujourd'hui, des remontrances sur le défaut de labour et culture des plantes en 1558, un des premiers traités d'agriculture en français. Donc il y a aussi la redécouverte à la Renaissance du corpus agronomique, notamment latin, avec le De Re Rustica de Columel, qui est traduit en fait en français à la Renaissance. Donc Belon s'inscrit aussi dans cette redécouverte du corpus agronomique, avec des traités véritablement à un niveau technique concernant l'agriculture. Et donc cette dimension agricole va m'intéresser aujourd'hui pour montrer comment va s'établir dans le récit de voyage un imaginaire agricole. C'est comme ça que j'ai intitulé ma présentation. Et donc cet imaginaire agricole est pensé par le naturaliste comme une manière justement de prendre soin de l'environnement. Alors ça m'a semblé aussi être un petit peu d'actualité, puisque les questionnements écologiques contemporains justement mettent au centre aussi cette question de l'agriculture et de l'agriculture peut-être durable. Et donc là, à nouveau de manière un petit peu anachronique, mais j'aimerais proposer de lire peut-être cet éloge que fait Belon de l'agriculture comme une agriculture durable. Donc premier point, ce sera donc cette éloge de l'anthropisation. Donc à nouveau, j'emploie un terme de géographie, l'anthropisation, donc l'idée que l'homme construit, aménage, organise l'environnement naturel pour répondre aussi à ses besoins. Donc c'est pas du tout une vision de l'écologie comme une forme
de préservationnisme, comme on pourrait aussi parfois l'entendre aujourd'hui, mais plutôt l'idée d'un rapport, d'une harmonie à établir entre l'homme et la nature, entre les activités humaines et le monde naturel. Et donc sur cet éloge, il y a une notion qui m'intéresse tout particulièrement, c'est la notion de diligence et la figure du cultivateur diligent. Alors la diligence, dans le vocabulaire du XVIe siècle, mais en fait encore aujourd'hui, c'est l'idée d'application, de zèle. Et donc ici, Belon va faire l'éloge de l'application du soin minutieux, vraiment méticuleux, que vont mettre les paysans, les agriculteurs à en fait tout simplement assurer leur activité agricole. Et il va s'atteler aussi à observer les traces de cette activité agricole dans les paysages qui existent. Ça peut sembler assez anodin en fait et assez invisible à la lecture, mais en fait il me semble que c'est assez particulier pour avoir lu d'autres récits de voyage qui ne font pas cette place à l'activité agricole. Donc je vous ai mis deux textes, là deux extraits du livre sur la diapositive, que je vais lire maintenant, et qui montrent donc que, au contraire, lorsque l'activité agricole n'est pas satisfaisante, le naturaliste est marqué par une forme de désapprobation due à cette négligence. C'est le cas par exemple à Ramallah. La situation de Ramah est en terre grasse et féconde, et pour autant qu'elle est déserte et qu'à peine il y a 12 maisons habitées, les champs pour la plupart demeurent en friche. Partîmes de Ramah avant qu'il fût jour, cheminâmes par grande campagne de terre grasse, en laquelle on pourrait bien cultiver quelques bons grains. Mais les habitants du pays, paresseux de leur profit, n'y labourent sinon par manière d'acquis. Donc ici on voit bien cette contradiction entre la qualité de la terre disponible, qui est grasse, qui est propre à la culture, et l'absence en fait de culture, de mise en valeur de l'espace due à la paresse des habitants. Belon exprime le même type de regret sur la route d'Alep à Antioche quand il va se loger. Je cite, alors j'ai pas mis cette citation donc voilà, j'ai lu. Je cite, au pied d'un château nommé Aïrim, tout ruiné, situé en pays déshabité, qui est moule grande perte, car s'il était cultivé, il ne serait pas moins fertile qu'est le meilleur endroit d'Italie. Donc on voit bien que la perte s'oppose au profit, et le voyageur laisse entrevoir aussi cette potentialité rêvée ici inaccomplie. La mise en culture des terres pourrait égaler les champs italiens les plus fertiles. Ainsi, au fil du récit se construit une typologie spatiale qui oppose des lieux fertiles, cultivés, et des espaces que Belon appelle discommodes, donc qui ne sont pas commodes et qui sont aussi des espaces stériles en fait, dans lesquels il n'y a pas de culture. Donc ça peut comprendre des espaces sauvages comme le désert par exemple, mais aussi des espaces dans lesquels les habitants sont trop paresseux. Et à l'inverse, quand il décrit des espaces florissants, il prend soin d'en évoquer les artisans, et c'est là qu'émerge cette figure du diligent cultivateur. Par exemple, sur l'île grecque de Lemnos, il souligne le soin mis par les habitants à l'entretien de lieux pourtant a priori peu propres à la culture. Les paysans des villages sont coutumiers d'observer diligemment les lieux âpres et montueux, donc de montagne, où croissent les figuiers sauvages, desquels ils cueillent des rameaux la vigile, la veille de la Saint-Jean, et les mettent dessus les figuiers domestiques. Et par ceux promettent que le fruit sera sauvé contre toutes incursions qui lui peuvent venir. Donc là, on a vraiment cette idée de soin du fruit. Il ne faut pas qu'il soit en proie à des maladies ou à des prédateurs. Les fontaines sont soigneusement bien recueillies, d'autant qu'ils font grande profession de jardinage, et entre autres choses cultivent volontiers des os et des oignons, et ça donne grandement à élever des concombres qui sont les plus savoureux qu'il est possible. Donc là, on voit à quel point le texte est parcouru par des adverbes très amélioratifs qui soulignent, qui caractérisent positivement la manière de cultiver des paysans. Et en fait, ce soin va se retranscrire dans la qualité de la production finale des concombres, en fait, qui sont les
les meilleurs, les plus savoureux qu'il est possible. Donc ce superlatif marque la qualité exceptionnelle des aliments produits de la récolte. Il relève avec le même enthousiasme la diligence des paysans égyptiens. Ce n'est de merveille si l'Égypte est abondante en herbage de jardin, car ayant la chaleur moule grande, très grande, et pouvant arroser leurs herbes avec facilité, sont soigneux à semer en temps opportun. Quand le Nil est grand, ils n'ont que faire d'arroser, mais trop bien avant et après, il leur faut prendre grand soin. Et pour ce que les conduits venant du Nil ne sont pas profonds, ils ont des engins propres à puiser l'eau, qui sont de diverses façons. Donc là, on voit comment les paysans en fait s'accordent aussi avec le rythme des saisons et avec les ressources fluviales à leur disposition. Donc quand le Nil est grand, il n'y a pas besoin d'arroser, mais après, par contre, il faut vraiment faire attention à bien arroser. Et pour cela, ils ont des engins. Et donc là, je ne vous ai pas mis là-dessus, parce que ce sera un peu long, mais en fait, Belon va vraiment décrire avec beaucoup de détails ces instruments. Donc il y a vraiment une observation technique aussi des pratiques agricoles. Et plus encore, ça sera mon dernier exemple sur cette partie, il montre aussi que la diligence humaine est capable de transformer l'environnement, de le métamorphoser, et donc on passe d'une terre stérile à une culture fertile, et c'est ce qu'il laisse entendre dans son récit de son arrivée à Jérusalem. La terre cultivée par-dessus les rochers est faite en manière d'échelon, qui montre la diligence des Juifs du temps passé en accoutrant les terres qui rendaient leur territoire, lequel est de soi pierreux et infertile, cultivé et abondant en fruits. Donc, on voit bien que là, l'idée d'accoutrement, de ce verbe accoutrer, qui renvoie à une manière d'arranger, à une belle disposition, comporte aussi une certaine dimension esthétique, je crois, avec, on peut penser au vocabulaire de l'habillement, cette idée de s'accoutrer, de se parer. Et là, c'est vraiment l'idée de parer la terre avec ces cultures en escalier qui vont métamorphoser ce territoire. Et donc, donc j'avais oublié de passer, donc les textes en fait étaient là, mais bon, vous les retrouverez sur le diaporama. Donc, mon second point concerne précisément cette dimension esthétique, cette esthétisation de l'agriculture. Et pour commencer, j'aimerais rappeler que la Renaissance voit émerger la mode des jardins. Et notamment en Italie, le jardin est vraiment un lieu de créativité artistique, d'embellissement de la nature par l'homme, une forme aussi de domination de la nature, de l'homme qui est capable d'embellir, de transfigurer la nature. Et on y voit notamment un certain goût pour les fontaines, pour les trompe-l'œil, ou encore pour les grottes artificielles. Or donc, le jardin renvoie donc à une forme d'artifice et de superfluité à rebours de ce qu'on peut trouver, je crois, dans le livre de voyage de Belon, qui, loin de cette conception artistique en quelque sorte, va plutôt préférer une mise en scène de l'activité agricole, champêtre, donc on n'est pas du tout dans le même espace, et cependant, on y retrouve quand même une dimension esthétique. Je vous lis là l'extrait qui est à gauche, la diapositive, qui se trouve dans Belon, se trouve dans les jardins de Damas, et ensuite il va descendre dans la plaine où il voit des cultures viticoles. C'est la plus belle plaine et la plus fructueuse que nulle autre que j'ai vue, que je n'ai jamais vue. Aussi, les habitants prennent grande peine à la rendre fertile. Étant descendus de cette montagne, trouvâmes des petites collines où il y a plusieurs villages qui cultivent la terre avec diligence. Aussi, la terre est fort grasse et savent bien conduire l'eau, prenant le tout de ces petites montagnes. Les ceps des vignes sont fort gros et les rameaux fort spacieux. Les habitants entendent bien comme il la faut gouverner, car ils la plantent si loin l'un de l'autre qu'on pourrait mener une charrette entre deux. Ce n'est donc pas grande merveille si les raisins sont si beaux, le vin si puissant. Donc là, à nouveau, même trajet, on constate qu'une culture est bien menée, une pratique agricole est vertueuse, et ça donne en fait une production agricole de très bonne qualité. Ici, un vin très puissant, comme le dit le texte, et donc on voit aussi à quel point la dimension technique est présente. Belon va d'ailleurs ensuite décrire
précisément à nouveau les instruments agricoles, et il souligne à quel point la qualité ici, en fait, ce qui rend la vigne de bonne qualité, c'est le fait que les cèpes sont plantés avec beaucoup d'écart. Donc il ne s'agit pas de rentabiliser un maximum en serrant la vigne, en casant le plus possible, si je puis dire, mais au contraire, l'espacement en fait, va produire cette bonne qualité des raisins. On note aussi une dimension affective qui est rare, hein, je précise, dans le texte, qui est quand même relativement... on pourrait pour nous, en fait, au vu de notre sensibilité littéraire contemporaine, c'est un texte qu'on a peut-être du mal à voir comme littéraire, mais justement ici on voit à quel point il y a un registre mélioratif, des indications d'appréciation affective, hein, la belle plaine, la plus fructueuse, etc. Donc c'est vraiment une manière aussi de souligner ce passage. Voilà, donc mon idée dans cette partie, hein, c'était de montrer un deuxième extrait hein, qui rejoint la même idée hein, d'esthétisation de l'activité agricole que je ne vais pas lire maintenant parce que je préfère qu'on garde du temps pour les questions. Mais donc voilà, mon idée c'est de montrer que l'activité agricole, à rebours hein, de la manière dont on pourrait la voir, est ici valorisée de manière esthétique, hein, comme une sorte de jardin par le voyageur. Et je terminerai avec donc, cette idée, en prenant cette idée hein, que j'ai déjà évoquée d'éthique du Caire, et surtout je voulais vous parler de ce traité des remontrances qui me semble assez original. C'est donc un traité agricole et ce traité donc, a une vraie originalité dans sa forme qui est celle de la remontrance, hein, donc un discours à visée réprobatrice, un réquisitoire ici contre ceux qui ne prennent pas soin de labourer et de cultiver les plantes. Et donc, loin en fait à nouveau de cette neutralité attendue pour un traité technique, Belon joue avec le registre pathétique pour convaincre le lecteur de prendre soin des arbres. La culture des plantes va donner lieu donc ainsi à un grand profit pour le lecteur et pour l'habitant en fait, le français. Il y a aussi une dimension patriotique forte auquel s'adresse Belon. Ce profit, c'est à la fois donc, des cultures nourricières, donc un profit économique, mais surtout un profit esthétique. Parce qu'en fait, les arbres, les plantes dont Belon va parler dans ce traité, ce ne sont pas c'est pas par exemple des champs de blé, c'est vraiment des arbres qui vont orner le paysage, qui vont l'illustrer, hein, pour faire référence au terme de Dubélé dans sa défense et illustration, dont je pense qu'il y a beaucoup d'écho aussi avec le traité de Belon, illustrer le paysage, illustrer les campagnes françaises, et cette perspective-là, elle s'accompagne d'une idée assez originale aussi de Belon, de diversification arboricole. Il fait en fait l'éloge dans ce traité de l'importation, du transfert de graines, de semences, de plantes étrangères en France. Et il propose ainsi par exemple de transplanter le baumier dans les campagnes françaises. Donc ce sont les deux extraits que je vous ai mis sur la diapositive. À qui tiendrait ambassadeur qu'on eût ici aussi bien les cerisiers verts comme le seigneur Doria à Gênes, dont son jardin en est décoré, ou d'un autre bel arbre, de la grandeur d'un amandier que les Turcs nomment chromadia ou chromada, croissant par les jardins de Constantinople et de Perm, c'est Pera, la banlieue d'Istanbul, si c'était votre vouloir. Et donc, il décrit en fait par ailleurs cet arbre dans les observations. Donc, il y a un écho vraiment clair entre les deux textes qui montre que Belon souhaite importer cette végétation, et ça peut un petit peu laisser rêveur aussi, cette idée on va transplanter en fait tout un écosystème des plantes d'un écosystème vers un autre écosystème. Donc voilà, je trouvais ça assez intéressant. Et la beauté de l'arbre, un vecteur d'embellissement, se joint bien ici à son intérêt gustatif, hein, puisque le fruit est bon à manger. C'est ce que Belon écrit dans les observations. L'idée de transplantation ouvre quant à elle à une réflexion intéressante aussi sur l'altérité. Le végétal se fait en quelque sorte passerelle entre des pays éloignés, entre des cultures différentes, qu'il est possible d'acclimater chez soi. Et donc, je conclus maintenant
sur donc, cette idée de fusion, enfin d'harmonie plutôt, entre l'homme et la nature, hein, qui, donc, aux yeux de Belon, est une manière de mettre en valeur l'espace à travers l'agriculture. Et pour cette conclusion, hein, j'ai rajouté quelques gravures. Alors ça dépasse un petit peu le sujet, mais justement c'est en guise d'ouverture sur les paysages anthropomorphes, hein, qui là accomplissent visuellement la fusion de l'homme avec son environnement. Donc il y a bien sûr les tableaux de Arcimboldo, que vous connaissez sûrement, mais donc c'est en fait de très nombreuses gravures de ce type de paysage à la Renaissance, et qui en fait recomposent, hein, dans des paysages naturels des visages humains. Donc là, comme vous pouvez le voir avec les deux gravures, ce sont des gravures que j'ai tirées du livre de Michel Jeanneret, Perpetuum mobile, Métamorphose du corps et des œuvres de Vinci à Montaigne, qui est un livre très suggestif, je trouve, sur cette idée de mobilité, hein, dans la littérature de la Renaissance. Voilà, et je m'arrête là, j'espère qu'on a 5 minutes. Oui, tout à fait, merci beaucoup, merci pour cette maîtrise du temps.